C'est le temps de l'info. À 11h30, bien sûr, on va retrouver les chroniqueurs. Tiens, il était passager, il est devenu le boss. Qui Le Premier ministre Jean Castex et prend la tête de la RATP. Il a été proposé à ce poste par Emmanuel Macron. Et c'est Claire Fournier qui nous dira ce qu'il faut en penser, surtout quel CV quand même impressionnant. Hein, c'est pas banal, un Premier ministre qui devient patron de la RATP, on le dira. Bonjour Paul Larrouturou, merci d'être avec nous. Avant d'accueillir Marcel Ruffo, le pédopsychiatre, qui va porter son regard, et ce sera très intéressant, sur la tragédie de la jeune Lola. Vous-même, vous êtes allé dans le 19e arrondissement, hier, à Paris, l'endroit où résidait Lola, et c'est devenu évidemment un lieu de recueillement pour des centaines de personnes. Oui, vraiment des centaines, je pense même des milliers cumulés depuis quasiment une semaine que ce drame a eu lieu. On est 5 jours exactement après la découverte du corps de la petite Lola. Les 2 entrées de sa résidence sont, vous allez le voir, tapissées de toutes ces fleurs qui viennent de la France entière. On va voir tout de suite les fleurs. C'est un balai incessant de bouquets. Avec Alexis Tessier, on a tout d'abord, évidemment, voilà, on les voit, senti une immense peine. On a tout de suite perçu l'aspect international. Une Canadienne a longuement pleuré juste à côté de nous, parmi les télés du monde entier. Hein. On a vu à côté de nous des Tchèques, des Catalans et même une Italienne. Ormai questa storia ha coinvolto tutto il paese, non solo questo quartiere. La forza alla quale è stato negato l'accesso dalla mamma di Lola, questa è la motivazione che avrebbe spinto la ragazza algerina di 24 anni a trucidare la bambina in questo modo, quindi avrebbe agito per vendetta. Voilà. Surtout, on a été marqué par cette feuille. Je vous la lis, elle est scotchée sur le mur, donc au milieu des fleurs. Repose en paix, petit ange, que ta mort tragique ne soit pas instrumentalisée à des fins racistes et politiques. Respectez la défunte, nous ne sommes en deuil, votre vampirisme morbide est indécent. Et c'est signé une voisine algérienne qui aimait t'entendre rire. On s'est posé, on a observé la scène et il y a monsieur dont le prénom est Frédéric qui a très longuement regardé cet écriteau. Je lui ai demandé à quoi il pensait. Vous voyez lire cet écriteau? Je trouve que c'est... Voilà, ça dit tellement la solidarité des gens entre eux dans le quartier. Et puis surtout, je pense que c'est un message qui devrait être... que vous pourriez envoyer, les médias, à M. Zemmour, à Mme Le Pen, à M. Retailleau, qui se sont précipités là-dessus. Mais où est la décence? Comment est-ce qu'on peut faire une chose pareille? Utiliser ça maintenant. On peut au moins attendre que les parents aient fait leur deuil. C'est incroyable. Éric Zemmour et Jordan Bardella notamment organisent une manifestation demain soir devant le commissariat. C'est pathétique, vraiment c'est pathétique. C'est une classe politique vraiment... Je suis franchement effondré. Quand je vois ça, j'effondre. Voilà, les parents de Lola, Delphine et Johan ont expressément demandé à tous de garder le silence. Ils veulent éviter toute récupération ou même toute expression politique autour du drame qui les traverse. C'est ce que nous a confié le maire de Foucreuil. Donc c'est le village de Béthune dans lequel un hommage sera organisé demain. La question est posée par Léa Merlier devant la caméra de Thomas Rolnick. La précision qui a été faite très rapide par le papa, c'est de dire qu'il n'était pas contre un hommage, mais pas de récupération politique. Voilà. Et un hommage qui soit sobre, dans la dignité, point final. Pas de récupération politique, demande le maire, qu'on sent évidemment très ému. Vous m'avez entendu lors de ma question à Frédéric, c'était le commissariat. Ça a beaucoup changé. L'extrême droite organise ce soir 2 manifestations distinctes. 1 minute de silence devant l'Assemblée nationale de la part des 89 députés RN et de l'autre, une marche contre un prétendu francocide, ce qui est la nouvelle expression d'Éric Zemmour, sachant que l'enquête ne révèle pour le moment aucun mobile raciste. C'est la principale suspecte, qui est donc une Algérienne de 24 ans. Nous, ce matin, on a surtout voulu, avant d'écouter Marcel Ruffin, qui est le meilleur pédopsychiatre du monde, d'après notre réalisateur Michel, qui a lu tous ses livres, on a surtout voulu écouter, Marcel Ruffo bien sûr, on a surtout voulu écouter les enfants et leurs parents, tous venus rendre hommage à Lola. J'ai plusieurs amis qui la connaissaient et du coup, voilà, ça me touche vraiment beaucoup. Et toutes mes condoléances à sa famille. Qu'est-ce que vous vous dites entre vous dans la cour de récré?
On dit que vraiment ça nous fait peur, qu'il y a vraiment la dame qui est la principale suspecte, elle aurait vraiment c'est pas normal qu'elle fasse ça. Et c'était une voisine à moi et je la voyais arriver avec ses potes et elle était tout le temps souriante cette fille. C'était un garçon manqué, elle aimait tout et elle parlait avec tout le monde. Je dors pas, ma fille aussi elle dort pas. Et dès qu'elle voit les informations, elle est en pleurs et moi aussi. Les autres, ils vont dire voilà, c'est une Algérienne, c'est une Marocaine, c'est une Tunisienne, c'est pareil, c'est des tueurs, ils égorgent, ils tuent les gens. Non, c'est pas vrai. Je suis très ému. C'est non. Et vous avez fait le déplacement exprès ? Exprès. Je suis mère et grand-mère, donc nous nous sentons tous concernés. Oui, mais c'est hyper dur en tant que mère et enfin, voilà quoi, de se dire, je pense à ses parents et je me dis que c'est vraiment horrible. Elle a mon âge, je crois, elle a 12 ans et j'ai 11 ans et c'est pas normal de faire ça à quelqu'un qui a mon âge. Je me dis que personne n'aimerait être à sa place alors que c'est pas normal de faire ça. Les enfants sont très très affectés. Ma fille elle est à l'école Goubet. D'accord. Et du coup les enfants parlent, il faut les rassurer, il faut trouver les mots. Voilà. Votre fille l'avait croisée, Lola, déjà ? Oui, tout le monde connaissait un peu Lola dans le quartier. Alors ça t'a fait quoi de voir ça à la télé ? Ça m'a fait un choc, j'ai eu peur. Du coup maintenant je ne sors plus tout seul, c'est ma mère qui me ramène. Voilà. Vous voyez, il y en a beaucoup des fleurs. C'est très touchant. Moi, comme être humain, algérienne ou pas algérien, je pense qu'on trouve ça dans toutes les races, dans toutes les religions, toute l'agressivité. C'est pas que parce qu'elle est algérienne ou musulmane, non. Voilà, votre reportage, Paul, donne la mesure de l'émotion nationale immense que suscite la mort tragique de la jeune Lola. L'invité de Tout est Paul, c'est Marcel Ruffo, pédopsychiatre, qui est un des meilleurs médecins pour prendre en charge les enfants. Bonjour Marcel Ruffo, vous êtes en direct de Cassis pour Tout est Paul et le temps de l'info. Paul, c'est à vous. Bonjour Marcel Ruffo, merci infiniment d'être avec nous. Vous avez évidemment entendu dans votre oreillette le témoignage de ces enfants, pour certains traumatisés, de leurs parents qui ont peur. Qu'est-ce que vous voulez leur dire ce matin ? Je crois qu'on est tous dans une situation aussi de psychotraumatisme, c'est-à-dire que c'est une répétition d'événements. Maëlys, Grégory avant, vous voyez, on est déjà fragilisé par la mort des enfants. Il n'y a rien de plus injuste que la mort d'un enfant qui représente notre avenir. Un enfant, c'est d'abord nous survivre, quoi. Et la mort d'un enfant et un assassinat, je crois qu'il n'y a rien de pire. En plus, un assassinat dans des conditions horribles, quoi. Donc effectivement, ça nous touche tous. Et moi, par exemple, lorsque vous m'avez invité, j'ai beaucoup hésité aussi. En disant mais qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je peux dire pour essayer de comprendre, d'apaiser, de trouver des mots qui sont bien difficiles. Et dans ma tête, vraiment, toute la soirée, cela a tourné comme ça tourne dans la tête de tout le monde, quoi. Pédopsychiatre ou pas, on a l'émotion qui est partagée. Et j'ai été effectivement, comme tout le monde, troublé, attaqué, blessé, effrayé, horrifié, en colère, enfin... Finalement, une réaction normale. Et j'insiste aussi sur les événements qui nous ont antérieurement fragilisés. Maëlys, c'est plus ancien encore Grégory. Et donc voilà Grégory. Aussi quelque chose, un site fragile. Qu'est-ce qui vous a fait accepter notre invitation ? Une sorte de dire, est-ce que tu es courageux ou tu fuis, quoi ? Est-ce que tu acceptes ou tu acceptes pas ? Et j'ai beaucoup hésité. Et puis, lorsque j'ai dit oui, j'ai dit mais pourquoi tu as dit oui ? Puis finalement, je crois que les enfants m'ont aidé. J'étais hier en consultation avec des adolescents. Et donc, je leur ai posé la question. Je dis, vous croyez que je dois répondre ? Et ils m'ont dit tous, oui, on vous écoutera. Donc, et c'est la clé de la suite pour les enseignants, pour les parents, pour le quartier, pour en parler, quoi. Le traitement générique d'une douleur, c'est parler ensemble, se regrouper, parler ensemble d'une douleur qu'on partage, quoi. Et je crois que c'est ça. Alors, je crois effectivement qu'il y a aussi quelque chose qui
est gênant, et j'y pense, c'est la pudeur nécessaire vis-à-vis des parents, de la famille, des amis, des enseignants, du quartier, quoi. Quelle était la parole des enfants que le quartier... Pardon, excusez-moi, vous avez interrompu. Les enfants me disaient... Oui, il y a un petit décalage. Mais je vous demandais, les adolescents qui vous ont convaincu d'accepter l'invitation d'LCI, quels étaient leurs mots? Comment ils réagissent? Ils disaient on ne comprend pas. Ils disaient on ne comprend pas. Et ils disaient comment... alors, il me posait la question aussi de l'éventuelle pathologie mentale de la fille qui a tué la petite fille. Qui n'est pas encore tranchée par l'enquête. La principale suspecte, on ne sait pas encore. On n'a pas encore la réponse à cette question. La justice ne sait pas encore. Pourquoi le meurtre de Lola nous touche-t-il particulièrement... Excusez-moi, pardon. Vous vouliez rajouter quelque chose? Oui. Non, je disais que sur l'incompréhension des ados que j'ai vus, ils disaient mais elle est malade. Qu'est-ce qu'elle a fait? Pourquoi elle a fait ça? En plus, il y a aussi la thématique tellement classique et tellement permanente de l'agression sexuelle. Vous voyez, il y a des choses qui se combinent, quoi. Il y a des choses qui se combinent, et les ados étaient tellement troublés qu'ils disaient on veut comprendre. On veut d'ailleurs, ils me disaient aussi, on veut les résultats de l'enquête, on veut les résultats de l'expertise. Et je crois que ça aussi c'est important, qu'ils soient informés et qu'on leur dise, quoi, qu'il n'y a pas de secret défense ou de tabou à mettre en place le pourquoi. Il disait pourquoi en fait. Je vous décris la une de Paris Match là aujourd'hui, la France sous le choc. Pourquoi ça nous touche si particulièrement? Pourquoi tout le pays est sous le choc d'après vous? Mais parce que vous savez, j'ai longtemps travaillé en cancérologie infantile comme psychiatre, et il n'y a rien de plus injuste que la disparition d'un enfant, parce que dans l'ordre des choses, les enfants nous aident à mourir et ne doivent pas mourir. C'est particulier, mais par exemple, les grands-parents souhaitent toujours partir avant leurs petits-enfants. Dans un service où j'ai travaillé à Rome, un service de cancérologie infantile, les gens, tous troublés par la mort des enfants cancéreux, les grands-parents disaient « mais c'est mon tour, pourquoi ce petit garçon, cette petite fille a anticipé sur le tour ?» En fait, notre vie tient grâce aux enfants. On ne vit que grâce aux enfants qui vivent, quoi, et qui nous survivent. Et donc, vous voyez, la perte d'une petite fille dans des conditions aussi abominables nous touche tous, parce que ça renvoie à notre thématique de la mort. En fait, c'est aussi notre mort. En fait, en nous tuant, quelque part, en tuant Lola, la criminelle nous a tués, quoi. Les parents font le choix de ne pas parler, ils sont pour un hommage demain, mais ils ne veulent aucune forme de récupération politique. Comment vous, en tant que pédopsychiatre, vous pouvez peut-être, pas forcément les aider eux, mais en tout cas, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces parents? Est-ce qu'il faut parler de leur fille ou pas? Quelle est la juste barrière, le juste équilibre? Je crois que, comme par exemple dans le collège où était scolarisée la petite fille, il faut une cellule psychologique, parler avec les enfants, que les enseignants fassent écrire les enfants, parler, qu'ils entendent leurs protestations, leurs cris, leurs douleurs. Pour la famille, je crois indispensable qu'ils soient soutenus sous réserve de leur accord, quoi. Et je dirais que vraiment, il faut, dans l'urgence, sur leur demande, peut-être en décalant un peu, parce que lorsque, par exemple, je prends un exemple, quand quelqu'un meurt, par exemple, par un suicide d'un père ou d'une mère, je décale toujours mon intervention. Parce que sinon, je renvoie encore la douleur. Si on renouvelle les discours, la douleur se réapparaît comme appuyée sur une plaie ouverte, quoi. Donc, il faut respecter leur tempo. Quand ils le décideront, je crois qu'ils auront besoin effectivement d'un soutien. Marcel Ruffo, j'entendais des parents, voisins ou pas, de la jeune Lola témoigner de leur peur pour leurs propres enfants. Si vous en parlez, vous leur diriez quoi ? Non, je dirais que, de toute façon, être parent, c'est avoir peur qu'il arrive quelque chose à ses enfants. Et effectivement, le destin, le fatum, l'histoire de cette rencontre terrible, c'est aussi une crainte qu'on partage tous. Je dirais qu'ils ont raison d'avoir peur. C'est normal d'avoir peur. Lorsqu'on est parent, on tient bon que la vie de nos enfants se déroule sans heurte. Malheureusement,
cette tragédie montre quand même que parfois des choses aussi terribles peuvent arriver, quoi. Mais je leur dirais que ça leur arrivera pas. Ça leur arrivera pas. Soyez tranquilles. Vous leur diriez, ça vous les rassureriez. Les parents sur place nous ont également tous dit que leurs enfants n'arrivaient plus à dormir. Donc c'est à la fois le quartier qui a l'air assez profondément traumatisé, et puis ça peut toucher une large partie du pays aussi. En tant que professionnel, qu'est-ce que vous conseilleriez aux parents avant que leurs enfants aillent se coucher s'ils ont du mal à dormir? Ce qui peut d'ailleurs conseiller les parents eux-mêmes. Alors, vous savez, les troubles du sommeil, c'est notamment chez l'adolescent, montrent un malaise, quoi. Et chez les plus petits, donc chez les enfants plus jeunes, moi je prescris souvent des contes de fées qui sont sans doute horribles, parfois les contes de fées. On raconte une histoire, le papa, la maman, les grands-parents, la grande sœur vient avant de s'endormir, je vais te raconter une histoire. On sort de la tragédie, et on reprend un conte de fées qu'on aimait bien quand on était petit ou petite, et donc on accompagne l'enfant dans le lâcher-prise, parce que dans le fond, regardez, le sommeil, c'est une petite mort. On perd la réalité de la conscience, de la relation. Et donc, effectivement, comme on parle de mort, le sommeil petite mort fait peur aux enfants, c'est normal. Et donc, vraiment, le traitement, c'est les contes de fées. Les contes de fées. Comment on peut surmonter aussi cette peur irrationnelle, cette paranoïa que ce genre d'affaires peut provoquer en nous tous? Je dirais que nous aussi, on est en deuil de cette petite fille, bien qu'on ne soit pas ses parents ou ses grands-parents. Et je pense que le processus de deuil, d'apaisement, va mettre longtemps, quoi, Et donc, je crois que nous aussi, on participe de la douleur des parents et on est dans la même position. Donc, effectivement, les craintes, les répercussions. Lorsqu'il nous est arrivé quelque chose dans la vie, par exemple, je pense, si on a perdu un enfant dans un supermarché, à un moment donné, l'enfant s'échappe lorsqu'il est petit et on ne le trouve plus. Vous voyez, donc ces craintes antérieures, ce socle de crainte vient retentir sur l'événement terrible que l'on vient de vivre tous et toutes. Dernière question, est-ce que c'est pas aussi la partie la plus voyeuriste de nous tous, qui veut tout savoir sur cette histoire, et comment calmer cette soif de vouloir connaître des détails qui sont, dans cette affaire, horriblissimes? Alors, le voyeurisme, oui, c'est effectivement très, très, très toxique, mais peut-être qu'il y a aussi une pudeur dans l'énoncé. Par association d'idées, je vais vous dire quelque chose qui peut-être est loin du sujet, peut-être qui en est proche. Lorsque, par exemple, un parent se suicide, je dis de dire aux enfants, il ne voulait plus vivre, mais je ne donne pas les détails morbides du mode suicidaire, quoi. Donc, vous voyez, c'est ça, il y a une part de respect aussi de ce qu'on provoque en disant, en étant, comme vous dites, voyeuriste ou trop explicatif. Non, mais ce qui me frappe beaucoup dans l'interview que vous donnez à Paul Larotoroux, c'est votre émotion propre, votre propre émotion, Marcel Ruffo. Vous qui avez entendu tellement de témoignages, qui avez analysé tellement d'affaires tragiques, encore aujourd'hui, votre émotion est intacte parce que ce sont en fait des événements qui sont impensables en réalité de l'esprit humain. Donc à chaque fois, c'est un choc immense, même pour vous. Oui, puis le grand-père que je suis s'inquiète. Effectivement, je participe comme tout le monde, pédopsychiatre ou pas, j'ai cette émotion qui effectivement m'a beaucoup perturbé. Et vraiment, ce qui explique mon hésitation même à accepter de venir en parler avec vous. Ouais. Merci encore d'avoir accepté. Vous disiez au début de cet entretien que vous faisiez vous-même le parallèle avec la petite Maëlys et le petit Grégory. On est dans ce type de résonance profonde avec le pays. Pour vous, la petite Lola, c'est comme l'affaire Grégory, elle bouleverse à ce point-là. C'est comparable pour vous? Il y a des différences, mais c'est sur la notion classique en psychologie de psychotraumatisme. Quand on a été effracté par quelque chose, le second événement nous rend plus fragiles, quoi. C'est ça. Hein. On a par exemple, on a un accident cardiaque. Et puis après, on a une petite bronchite, et immédiatement la bronchite qui est accessoire renvoie à l'accident cardiaque qu'on a eu. Vous voyez, c'est ça le psychotraumatisme. En fait, il y a des fragilités qui restent, et indiscutablement, Grégory et Maëlys nous ont fragilisés, tous et toutes.
Et donc Lola vient de bondir sur cette fragilité antérieure qu'on a tous et toutes vécue à cause de ces deux histoires tragiques et d'autres. Moi, par exemple, quand j'ai entendu votre appel, lorsque j'étais enfant, écoutez bien, lorsque j'étais enfant, une enfant a disparu. Une enfant a disparu dans la ville de Toulon, dont je suis originaire. On n'a jamais retrouvé cet enfant. Et immédiatement, ce souvenir m'est revenu. Vous vous rendez compte, je devais avoir 6-7 ans. Et voilà quelque chose qui était enfoui dans mon psychisme, qui est revenu sur le mode psychotraumatisme. C'est-à-dire que le traumatisme vécu quand j'avais 6 ans, 7 ans, de la disparition de cette petite fille, jamais retrouvée et indiscutablement assassinée, est venu ressurgir sur la fragilité de mon propre vécu. C'est extraordinaire ce que vous nous dites là. Ouais. Merci. Et merci de nous aider à penser nos fragilités, professeur. Merci beaucoup. Et merci aussi à Pauline Gardet qui a permis ce duplex avec vous en direct de Cassis. Merci infiniment Marcel Ruffo. Vous avez hésité, mais finalement vous nous avez dit oui. C'était extrêmement précieux de vous entendre. Dans un instant, les chroniqueurs du temps de l'info. On va parler d'un Premier ministre nommé à la tête de la RATP. Et puis du torchon qui brûle entre Bonn et Paris. À tout de suite.